Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons ensemble nous poser la question des stratégies de gestion dédiées aux fonds flexibles dans un contexte de retour des taux positifs. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Louis Darvieux. Bonsoir Louis Darvieux. Bonsoir Nicolas. Vous êtes gérant chez Amiral Gestion. Alors je suis ravi d'évoquer ce sujet des fonds flexibles avec vous. C'est un sujet de questionnement actuellement chez un certain nombre de distributeurs de produits financiers en lien notamment avec les performances de 2022 où il est parfois difficile d'expliquer que entre poche action et poche obligataire, l'effet vase communicant n'est pas fonctionné sur cette année et que du coup ça n'a pas pu absorber les baisses, l'un n'a pas pu absorber les baisses de l'autre. Oui, tout à fait, avec du coup des performances parfois qu'on peut se traduire par des baisses à deux chiffres, effectivement une diversification qui n'a pas pu fonctionner, tout simplement parce que la hausse de taux en fait a eu un impact sur les deux catégories, et en fait quelque part on a payé, je dirais, la situation inverse qu'on avait eue depuis la crise financière. D'accord, oui. Parce qu'effectivement, donc ces fonds flexibles ne datent pas d'hier. Pour le coup, ils ont eu une dizaine d'années, j'allais dire florissantes, ou en tout cas avec un certain succès selon les gestions, bien évidemment. Peut-être qu'on peut donner un petit peu de contexte. Comment est-ce qu'historiquement on construit ces fonds flexibles ? Alors tout à fait, c'est vrai que l'intérêt d'un fonds flexible, c'est de pouvoir arbitrer entre les différentes classes d'actifs, donc notamment actions, obligations et sur un plan un peu plus tactique, le monétaire, en fonction des opportunités de marché et du cycle économique. Bien sûr. Cette idée normalement que quand l'économie va bien, les taux montent, les actions progressent. Donc c'est plutôt intéressant quand l'économie s'améliore d'avoir des actions, et puis quand on arrive plutôt en haut de cycle de passer sur de l'obligataire. Bien sûr. Pour avoir un profil rendement-risque lissé au fil du temps. Cette situation-là, en fait, elle s'est progressivement délitée à partir de la crise financière. Pourquoi ? Parce qu'on a eu toute cette dette à absorber. Bien sûr. Et donc les banques centrales qui ont mené une politique de taux zéro dont elles n'ont pas pu sortir pendant une période très longue. Bien sûr. Ouais. Avec dans le même temps une économie qui quand même se portait correctement et une inflation qui restait à zéro. Donc un cocktail très unique, très exceptionnel, et qui a eu en fait des impacts assez forts sur les trois classes d'actifs dont on parlait. Côté trésorerie, des taux zéro, ça fait déjà que c'est plus une solution. Bien sûr. Côté obligations, les obligations d'État, elles aussi, ont été tirées vers zéro, jusqu'au point où on a eu 17 trillions d'obligations à taux négatif à la fin des années 2010. Et donc on allait chercher du rendement toujours plus loin, on allait sur des obligations à 100 ans en Autriche ou en Argentine, c'est pour dire à quel point... Bien sûr, on allait chercher dans le temps ou dans le risque. Et puis, du coup, il n'y avait plus d'alternative, c'est le TINA en anglais, there was no alternative. Donc la seule classe d'actifs, ça restait les actions, donc plus trop d'intérêt d'avoir un fonds flexible, et d'autant plus que dans les actions, c'est plutôt les valeurs les plus spéculatives qui ont tiré, les valeurs de croissance plutôt chères, parce que plus les taux sont à zéro, moins il y a de prix du temps. D'accord. Plus on peut se projeter loin pour valoriser la croissance. Ou alors tout simplement parce que des valeurs de technologie non rentables ont été bien valorisées, parce que, une fois encore, le prix du temps étant de zéro, un profit que vous allez faire dans 20 ans a autant de valeur finalement que le profit d'aujourd'hui. Donc, Et alors, dans le contexte que vous nous donnez, effectivement, quelle place pour les fonds flexibles ? Alors, je rappelle, on est dans le contexte historique depuis la crise de 2008, mais donc effectivement, on avait, comme vous nous le dites, le seul endroit où on pouvait aller chercher de la performance, c'était les marchés actions. Donc on avait quoi, des fonds flexibles qui se servaient des obligations comme matelas et qui ensuite allaient chercher de la performance sur les actions. Oui, donc ou bien des fonds flexibles très agressifs qui étaient essentiellement investis en actions, et c'était un choix qui était assez juste, mais quand même très risqué, ou alors qui prenaient un risque de taux assez élevé. Donc nous, c'est vrai que on a typiquement sur un fonds comme Grand Large, c'est un fonds qui a bien fonctionné à la première partie de rebond économique. C'est vrai qu'entre 2019-2021, typiquement, c'est une période qui a été difficile parce que on est resté avec une approche, je dirais, peut-être un peu trop conservatrice, avec de la trésorerie. On n'a pas voulu aller dans le risque de taux de la duration, et côté action, pas voulu aller dans ce qui était un peu excessif en valorisation. Et à l'inverse, en 2022, on a surperformé. Donc c'est un peu
Ça a été, il faut analyser la performance sur l'ensemble de ces années. Mais c'est sûr que c'était un environnement qui était extrêmement difficile de ce point de vue-là. Du coup, la question qui se pose dans le contexte actuel, après cette année 2022 qui a pu être un peu compliquée, mais si je comprends bien, tout dépend de la stratégie qu'on mettait en place aussi. Est-ce qu'on met en place de nouvelles stratégies pour ces fonds flexibles? Est-ce que ce nouvel environnement apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux questionnements, en tout cas sur ces fonds flexibles? Comment est-ce qu'on aborde cette stratégie? Alors tout à fait. Alors évidemment, il y a une grosse partie qui consiste à se dire est-ce que ce contexte en fait 2008-2021 était le nouveau contexte normal pour les prochaines décennies, comme on l'a pensé un moment après le Covid, ce qui a pris tout le monde à revers ensuite en 2022. C'est-à-dire donc taux zéro, inflation zéro et économie qui se porte pas trop mal. Ou est-ce que on est plutôt dans un changement de contexte parce que aujourd'hui c'est plutôt les politiques fiscales qui prennent le relais du soutien à l'économie avec les priorités en termes de réindustrialisation, de défense, de transition énergétique. Oui, bien sûr. Et donc tout ça étant plus directement injecté dans l'économie plutôt que dans les actifs financiers et donc et dans de la baisse de taux et donc plutôt un peu plus inflationniste. C'est très difficile évidemment de répondre. Après, oui, on est mi-2023, voilà, précisons. Oui. Donc c'est dur de se projeter sur les prochaines décennies, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que le contexte dont on parlait, historiquement, c'est un contexte très exceptionnel, avec autant d'obligations à taux négatif, ce mix inflation zéro, taux zéro, économie qui se porte bien, c'est quelque chose qui est très exceptionnel historiquement. Donc la probabilité, c'est quand même qu'on ait plus de choix à faire dans les prochaines années. Parce qu'on a du monétaire qui rapporte, de l'obligataire qui rapporte et des actions qui effectivement... Alors le sujet, c'est peut-être la prime de risque sur les actions. Alors tout à fait, il y a un sujet de prime de risque sur les actions, mais après c'est là où c'est intéressant de redécouvrir la grande variété d'actions qui existent. Bien sûr. Pour se concentrer juste sur les quelques niches qui avaient bien marché en 2020-2021. Il y a par exemple tout ce qui est petites et moyennes entreprises qui sont aujourd'hui très peu valorisées sur un plan historique et qui sont... un terrain de jeu absolument extraordinaire, que ce soit en Europe ou en Asie. Donc là-dessus, on a l'essentiel de notre exposition, beaucoup d'investissements. Mais pareil aussi, des valeurs décotées qui sont aujourd'hui peu endettées, par exemple. D'accord. C'est chose intéressante. Les fonds flexibles ont pu souffrir ces dernières années aussi en décollecte par rapport à des segments comme l'immobilier ou le private equity qui sont structurellement très endettés, qui ont beaucoup bénéficié de la baisse de taux et de taux nuls. Et c'est des choses qui, évidemment, le retour de taux positif, c'est des choses qui vont peser sur la performance de ce type de classe d'actifs et redonner de l'air, de l'attractivité commerciale des fonds flexibles. Et donc, de la même façon, en allocation action, c'est intéressant d'aller voir des sociétés qui sont peu endettées, qui aujourd'hui ont la flexibilité stratégique de racheter des concurrents, de faire des investissements, alors que le private equity payait des multiples beaucoup plus élevés que ce que pouvaient se permettre des familles ou autres. Voilà. Donc on a beaucoup d'entreprises comme ça qui retrouvent de la latitude stratégique et qui potentiellement pourront surperformer dans les prochaines années. Donc cette capacité à aller sur ces zones un peu délaissées depuis 5-6 ans, mais qui sont plus intéressantes en valorisation, c'est aussi ça qui peut faire la différence demain sur les fonds flexibles, au-delà du fait qu'effectivement, les trois grandes classes d'actifs ont aujourd'hui retrouvé du rendement. On a retrouvé aussi du crédit sur les obligations d'entreprise, bien sûr, des marges de crédit. Donc on a aussi augmenté notre pondération sur les obligations d'entreprise, même s'il faut être prudent dans un risque un peu récessif dans les prochains mois. Mais voilà. Mais après, c'est aussi qu'est-ce qu'on achète dans chaque classe d'actifs qui fera la différence à notre sens dans les prochaines années. Vous nous l'avez dit, Louis Darvieux, tout à l'heure. Alors vous, le sujet, ça a plutôt été 2019-2021 plutôt que 2022, où là, il y a eu effectivement des moments plus complexes pour un certain nombre de fonds flexibles. La question se pose quand même de savoir si cette année 2022 a marqué un tournant dans un nouveau contexte économique qu'il faut prendre en compte quand on investit effectivement son épargne ou quand on est professionnel de l'investissement, ou si on s'attend quand même à revenir à une sorte de normalité avant le Covid ou avant ces quelques années qu'on a connues. En fait, on pourra le dire un peu en sortie peut-être du ralentissement économique, voire de la récession qui se dessine à la suite de cette très forte hausse de taux qui, rappelons-le, est historique en termes de rapidité et des effets induits que ça aura un moment dans l'économie. Donc c'est à ce moment-là que ça va se jouer en fonction des choix un peu de politique probablement monétaire et fiscale. Mais compte tenu des grandes priorités qu'on évoquait, c'est vrai qu'on
on peut penser que la probabilité, c'est quand même un changement durable de contexte pour revenir à une normalité de long terme. Bien sûr, celle des 10 dernières années, mais une normalité de long terme. Et c'est vrai que historiquement, c'est quand même souvent ce qui se passe. Les contextes macroéconomiques changent de façon assez radicale tous les 10-15 ans. Et le marché a souvent beaucoup de temps pour s'y adapter, pour se faire à cette idée. On a pris des réflexes pendant 10 ans, 15 ans, bien sûr. La crise financière. Et c'est un petit peu, je pense, qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a des écarts de valorisation qui sont très élevés au sein du marché action, comme on le disait, qui offrent de belles opportunités aujourd'hui. Donc, on l'a dit, petites et moyennes entreprises. Avec une concentration également du marché constaté, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte aussi dans des stratégies de gestion ? Oui, ça c'est, je dirais, un des points qui ont un peu perduré à travers cette période, même en 2020. Ça, c'est les réflexes d'avant, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, de concentration sur les très grandes valeurs pour des raisons aussi spécifiques. Mais il y a de tout. Typiquement en 2022, ce qui a été intéressant, c'est que par exemple, ça nous a permis d'acheter certaines grandes valeurs. Vous prenez une valeur comme Meta, par exemple, aux États-Unis. Elle a traité à des multiples qu'on n'avait jamais vus. Très inférieur à 10 fois le résultat du cœur de métier, pour une entreprise croissante qui génère de la trésorerie très rentable et qui regagne des parts de marché en audience cette année. Ça, c'était une opportunité exceptionnelle qui est encore tout à fait intéressante. Donc, de toute façon, on est dans un contexte où les opportunités sont plus intéressantes, je dirais, qu'avant. Merci beaucoup, Louis Dervieux, de nous avoir accompagnés donc, dans Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant chez Amiral Gestion. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart.